Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, deux grands rendez-vous à la une. Un premier avec le mobile. On va s'intéresser à Noël puisque je vais vous proposer une sélection de cadeaux à mettre sous votre sapin. Et le second, mais on va commencer par celui-là d'ailleurs, ce sont les interviews de l'IA. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous. On parle de ceux qui font l'actualité dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est parti pour les interviews de l'IA. Aujourd'hui, j'ai convié autour de la table trois personnes pour adresser des sujets très différents. D'abord, Thomas Adumo. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le Chief Privacy Officer de Didomi et on va s'intéresser avec vous à la fin peut-être du consentement libre avec l'arrivée des agents dans nos navigateurs. Les agents IA, ça va sans dire. Avec vous autour de la table, Julien Maurice, vous êtes responsable du service d'ingénierie pédagogique Practice à l'Institut Mines Télécom Business School. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment évaluer les étudiants à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça fait du jour. Mais on va commencer avec Nicolas. Nicolas Tramois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et du marketing chez Lucky Cart, qui est spécialiste en marketing pour optimiser j'imagine, nos parcours d'achat et l'engagement des consommateurs. Vous, le sujet, c'est la question justement de ce shopping qui va se faire de plus en plus à travers les agents et quel impact ça peut avoir sur les plateformes de e-commerce et aussi en termes de données. C'est là où peut-être vous vous rejoindrez d'ailleurs sur la discussion avec Thomas. Cet essor du shopping agentique, vous le voyez imminent ? Alors, On n'y est pas pour l'instant, on est bien on n'y est d'accord. pas. Il y a déjà des démonstrations qui sont très théoriques, donc le potentiel est assez évident pour tout le monde, ce qui explique pourquoi c'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment. Dans la pratique, ça reste quand même relativement nébuleux dans la mesure où c'est des industries qui sont bien établies, dans lesquelles il y a de la publicité, dans lesquelles il y a beaucoup d'intérêts qui existent déjà. On est déjà, entre guillemets, depuis 4 ou 5 ans, en train de vivre une révolution avec le rapprochement du retail classique et du média, qui est idée avec de la data et de l'IA. Donc, c'est déjà en train de bouger très fortement. Et avec l'émergence de l'IA... Digital, c'est ça ? Ouais, mais aussi le fait qu'avant, la donnée de ticket de caisse ou les données existaient depuis très longtemps, mais on n'en faisait rien, parce qu'on n'avait pas, les outils pour le faire. Maintenant, c'est faisable, donc ça ouvre des nouvelles possibilités, et il y a une accélération potentielle très puissante avec les IA, enfin toute la partie agentique. Ça reste encore assez peu clair, et pour l'instant, encore une fois, c'est beaucoup des discussions sur le potentiel, à la fois d'un point de vue technique Donc on et n'est d'un pas point de vue encore business. au stade où on se dit oh là là, il va falloir vite se mettre à cette nouvelle forme de e-commerce parce que sinon on va rater le train et ça Ouais. va être une catastrophe. On n'en est pas là. On n'en est pas là, et la raison pour laquelle on n'en est pas là, c'est que potentiellement, ce qu'on voit pour le moment a le potentiel de complètement changer les règles du jeu. Donc forcément, les acteurs du moment se posent un peu la question de savoir est-ce que je dois y aller ou pas y aller, ou qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est des discussions qui sont à mon avis, encore une fois, vraiment sur le potentiel, ça manque un peu de cas pratique, et on oublie un peu le consommateur. Et qu'est-ce que ça veut dire y aller pour un e-commerçant aujourd'hui ? Alors, ils le font déjà d'un point de vue, ils le font déjà sur la partie utilisation des LLM pour du conversationnel. On utilise aussi de l'IA pour de la personnalisation, mais ça se voit pas, entre guillemets. Donc, ça ne change pas l'interface pour les consommateurs. Y aller ou pas, c'est est-ce que vous changez votre interface ? C'est-à-dire, est-ce que vous continuez à avoir un site classique ou est-ce que vous faites quelque chose de différent ? Est-ce que vous le faites seul ? Est-ce que vous laissez des technos autres rentrer chez vous pour le faire ? Donc aux États-Unis, ils ont déjà des discussions assez avancées. Walmart qui décide de complètement ouvrir, Amazon qui ferme complètement. Donc c'est intéressant aussi pour nous en Europe de voir dans quelle direction ça va aller. Mais pour l'instant, on est plus sur l'ordre du pari que de la décision rationnelle. Et y aller sur ce shopping agentique qui se ferait finalement en dehors des sites de e-commerce, mais directement avec les chatbots, ça veut dire qu'il faut repenser son référencement, qu'il faut repenser la manière dont on remonte dans les résultats d'un navigateur IA. Oui, et aussi fondamentalement, et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas encore très concret. Il faut repenser le business model. C'est-à-dire Ouais. que vous êtes une plateforme de vente, de distribution. Si d'un seul coup, ça vient plus, les shoppers ne viennent plus chez vous et qu'ils passent par autre chose, qu'est-ce qui se passe ? Et Est-ce surtout, que c'est pas la même chose, la même révolution que ce qu'on a vu avec les applications ? je pense que la grosse différence, c'est que dans les applications, on avait encore besoin que les applications soient bien pensées pour être utilisées. La réalité, c'est que la facilité d'utilisation pour les consommateurs est ultra simple. Avec les IA, vous voulez dire ? Avec les IA, Ouais. pardon. C'est que d'un seul coup, c'est extrêmement facile de s'en servir. Pas besoin d'apprentissage, pas besoin, vous parlez normalement, vous tapez normalement, ça marche. Donc ça va déjà plus vite, mais ça va aller plus vite parce que pour le consommateur, c'est ultra simple. Et quel impact ça peut avoir sur la partie revenus, justement, publicitaire ?
Alors, énorme question, parce que potentiellement, ça, soit ça devient, entre guillemets, une nouvelle façon de faire du revenu publicitaire, donc ça crée quelque chose de nouveau et donc source de croissance, soit au contraire, ça l'écrase. C'est-à-dire si d'un seul coup, en fait, les consommateurs utilisent uniquement leur argent pour aller faire les courses, qui ne viennent plus sur le site, qui entre guillemets, ne naviguent plus sur Internet, tout le système publicitaire autour de ça se pose la question de savoir ce que ça veut dire. Maintenant, c'est un peu les mêmes discussions qu'il y avait eu il y a encore quelques années avec les Google Lens, où d'un seul coup, on a utilisé plus que des lunettes pour faire des choses, c'est un peu disparu. Il y avait aussi la mode à un moment donné de dire on va pouvoir acheter uniquement avec la voix. En simplement passant un ordre et ça allait se faire. Donc Ouais. il y a un phénomène de mode. Mais encore une fois, je pense que la différence aujourd'hui, c'est la facilité d'utilisation pour les consommateurs. Ouais, on se dit que ça va être difficile d'y échapper finalement. Vous donnez ça à peu près à n'importe qui, que ce soit la génération plus jeune ou même les générations plus anciennes, en fait, ils arrivent à l'utiliser très facilement. Et donc les règles du jeu vont être posées par les grands acteurs de l'IA et de l'agentique, donc les Américains, c'est ça? C'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Si on regarde sur la partie utilisation de données, comment ça se passe, ils ont déjà une mainmise. Je pense que ce qui est en train de changer, c'est aussi des gros acteurs se sont potentiellement remis en question. Le sujet entre Gemini, ChatGPT, etc. Donc il y a encore une fois, ce qui est à la fois passionnant et un peu terrorisant, c'est que les règles du jeu sont en train d'exploser. Donc on ne sait pas dans quel cadre le jeu est en train d'être modifié. C'est ça qui est un peu particulier. Mais il n'y a pas les moyens de prendre la main en plus dessus, c'est ça? On peut juste attendre de regarder comment ça va se passer. Non, je pense qu'il faut au contraire réussir à arriver sur des cas ultra concrets. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura vraiment un avantage à être celui qui propose, à être celui qui est capable de mettre en avant. Et à la fin de l'histoire, le vrai décisionnaire, ce sera le consommateur. Le vrai décisionnaire, c'est celui qui a à la fin l'expérience qu'il va avoir. Et c'est là-dessus sur lequel il faut qu'on travaille. Vous vouliez réagir peut-être sur ce sujet de la transformation comme ça de tout un business Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est notamment Perplexity qui s'en empare actuellement, ChatGPT aussi. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui s'en emparent? Je ne sais pas, est-ce que nous, par exemple, même Mistral, par exemple, pourrait faire ce genre de choses? Sur le papier, oui. Encore une fois, la partie qui est extrêmement intéressante, c'est qu'encore une fois, ça permet les acteurs qui étaient non existants sur les sujets du commerce, d'un seul coup, de réussir à émerger à l'intérieur de ça. Je pense que quand ChatGPT est entre guillemets arrivé sur le marché, même s'il était là depuis un moment, il y a juste 2 ans, je pense qu'on avait du mal à imaginer que ça pouvait avoir un impact sur le commerce de manière aussi rapide. À moyen terme peut-être, mais aussi rapide, non. Est-ce que des boîtes françaises... Julien demande, est-ce que Mistral a sa chance? Je pense que oui. Grande question, ça. Non, je pense que oui. Je pense que oui, mais simplement, je pense qu'il y aurait, pour l'instant, effectivement, la discussion, comme il y a un peu un côté tétanisant, je pense que ce serait intéressant que les Européens et les Français en particulier discutent entre eux pour voir ce qui peut être fait, oui. Super. Peut-être juste Thomas. sur la question publicitaire évoquée juste avant, et ça touche plus particulièrement la question du consentement, c'est que les agents, est-ce qu'ils consentent ou est-ce qu'ils refusent le consentement? Et donc, au-delà de la question de savoir si qu'est-ce que ça change finalement quand c'est un agent qui va faire ses courses sur le site d'un retailer ou alors un être humain. Il y a aussi la question tout simplement de si j'ai pas accès aux données, de toute façon, je peux a priori pas en faire grand-chose. Et là, aujourd'hui, quand on a vu un peu comment fonctionnait Atlas, il a tendance à refuser tous les traitements de données, toutes les bannières de cookies qui lui sont présentées, sans demander à l'utilisateur. Et donc ça équivaut à une énorme perte de revenus. Si on basculait dans une ère agentique complète, il y aurait finalement beaucoup moins de données disponibles. C'est ça, et en plus, je pense qu'il y a un autre élément, c'est qu'à partir du moment où l'agent va acheter, théoriquement, il récupère les données d'achat, forcément. Et donc, à quelles finissent par appartenir? Est-ce qu'elles appartiennent à l'utilisateur qui a dit qu'il utilisait l'agent? Est-ce que ça appartient à l'agent? Ça appartient à la boîte de l'agent? Ça continue d'appartenir au retailer? Donc, d'un seul coup, encore une fois, ce qui est sûr, c'est que la donnée et qui aura le contrôle de la donnée, ou en tout cas accès à la donnée, va être une bataille énorme. Et sur la partie du consentement, effectivement, c'est un énorme sujet, on ne sait pas très bien. Et puis, il y a aussi la partie du paiement. C'est-à-dire de dire à qui sera la responsabilité de l'achat. C'est-à-dire, est-ce que c'est la responsabilité du consommateur qui a donné ces informations à l'agent? Est-ce que c'est l'agent... Bon, donc, s'il y a un problème à un moment donné, c'est-à-dire que les consommateurs n'ont pas acheté la bonne chose ou il n'est pas content, il se retourne vers qui? Donc c'est pour ça que je dis que les règles du jeu sont vraiment en train d'être modifiées, et quand les règles du jeu sont modifiées, ça ouvre des opportunités
pour des acteurs français, pour d'autres acteurs. Mais il y a des Parce choses que quand intéressantes. je vous entends, je me dis, on n'a plutôt pas envie d'y aller là dans ce monde-là. Vous vous dites c'est une opportunité. En fait, simplement, si on essaie de se remettre au point de vue du consommateur, moi, ce que j'espère, c'est que aujourd'hui, si vous allez faire vos courses en général, et je veux peiner personne, mais souvent l'expérience consommateur est pas incroyable. C'est-à-dire que vous êtes derrière un écran, vous regardez, c'est pas forcément hyper simple de savoir. Et d'ailleurs, c'est bien pour les commerces de proximité parce que en fait, on a plus de plaisir à faire nos courses de Noël aujourd'hui au coin de la rue que sur un site internet. Et vous me faites clair. vous me faites la transition parfaite, qui du coup est compliquée. C'est que techniquement, aujourd'hui, on pourrait imaginer que on pourrait créer plus de proximité entre guillemets digitale, dans le sens où si j'ai de l'information sur vous, que je suis capable d'aller plus rapidement en tant qu'agent, je vais mieux vous connaître, je vais être capable de vous proposer des choses plus intéressantes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas que ces consommateurs-là aient une nouvelle forme de proximité entre guillemets digitale? D'un point de vue consommateur, je pense que oui, parce qu'on parle beaucoup de confort dans l'achat, mais un peu de proximité et de plus de sens dans la relation peut être intéressant. Mais effectivement, on va se poser la question par rapport au physique, comment est-ce que ça va jouer? Donc je pense que l'opportunité qui peut être intéressante pour l'écosystème, c'est plus de proximité au sens de meilleure compréhension, même si on est bien d'accord que je suis en train de parler de compréhension entre un agent et un être humain. Oui, mais mine de rien, ça peut être intéressant d'un point de vue et business et pour le consommateur. Et donc, ça nous fait un enchaînement tout trouvé avec Thomas Adumo, donc Chief Privacy Officer chez Didomi. Vous avez une casquette aussi ancien avocat au barreau de Paris. Vous conseillez donc les entreprises sur la manière dont elles peuvent gérer la proximité avec leurs utilisateurs tout en étant dans le respect de la protection de leurs données personnelles. Est-ce que ce nouveau commerce, ce nouveau shopping via les agents, ça aurait tendance à vous inquiéter, cette proximité qui risque de devenir plus importante? Ouais, alors à titre personnel, non. C'est-à-dire que j'ai jamais été trop inquiet, sinon j'aurais été faire j'aurais pratiqué un autre type de C'est vrai droit. que dans la tech, on est tous assez optimistes en Je fait. crois qu'il faut l'être un petit peu. En ouais. tout cas, c'est jamais, on est toujours sur un sol mouvant et donc c'est jamais très stable. Et donc sur un plan juridique pur, aujourd'hui, on est un peu laissé sans texte spécifique qui va venir réglementer tout ça. C'est grave ou pas? On a besoin? Je ne me prononcerai pas sur cette question parce que j'ai pas envie de rajouter des textes C'est pour ça. à tous ceux qu'on possède déjà. Il y a un peu une inflation réglementaire en général. En même temps, je me dis que les textes actuels sont largement insuffisants. On a en fait en gros la question du gardien de la chose, c'est-à-dire qu'en gros on est responsable. Donc si j'indique à une IA d'aller faire ci ou ça sur Internet, au fond je suis responsable. C'est à peu près ce qui va se jouer aujourd'hui, sans texte spécifique. On a un texte spécifique sur un cas de figure qui a été pris un petit peu plus tôt que les autres pour des raisons évidentes. C'est l'ordonnance 2021-443 sur les véhicules autonomes, en gros. Ok. Où là, le cas de figure de responsabilité un peu spécifique qui va se jouer, c'est je suis responsable évidemment en tant qu'utilisateur, mais tant que la voiture qui a pris le contrôle et qui est donc dans le contrôle dynamique du véhicule, tant que la voiture m'indique pas que je dois reprendre le volant, je suis pas responsable. En revanche, donc ça veut dire qu'il faut que la voiture signale attention, là il y a une prise de décision que je peux pas faire. Qu'est-ce que j'en fais? Et bon, malgré tout, les amendes restent à la charge si la voiture brûle un feu rouge, ça reste à la charge On doit rester maître de son véhicule, de toute façon. Non, là, c'est purement, encore une fois, c'est un régime de responsabilité spécifique. Donc, ils ont simplement décidé qu'on n'allait pas facturer OpenAI ou je sais pas qui. Dommage. Ouais. Mais si on applique ça, ouais, c'est dommage. Mais si on applique cette logique-là à la question des navigateurs, donc en gros, j'envoie un agent d'IA à ma place faire mes courses, etc. Et que quelque chose casse dans le process, j'achète une poupée sur Shine qu'il n'aurait pas fallu que j'achète, par exemple, à cause de l'IA, il faudrait à ce moment-là que l'IA dise, vous êtes sûr, vraiment, il faudrait qu'il y ait une sorte de disclaimer, de warning pour dire, bon, bah là, il y a peut-être une prise de décision humaine à prendre. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, on est responsable quoi qu'il arrive. Si l'IA transmet les données de carte bancaire à la mauvaise personne, c'est le problème de l'utilisateur. Ok. Donc, effectivement, ça peut devenir problématique quand on n'a plus la main sur ce que fait l'agent, quand on n'a pas de transparence sur ses actions. Bah de fait, alors la transparence, elle existe parce que, en tout cas, si on regarde Atlas, j'ai pas essayé Perplexity, mais sur Atlas, effectivement, on a donc tout le visuel, donc on voit en fait la navigation. C'est pas très intéressant, hein, c'est très lent. Et donc en fait,
concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas du tout dans une véritable transparence parce qu'on ne va pas passer son temps à regarder une IA naviguer le web. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on demande à l'IA de faire quelque chose et on va faire autre chose à la place. C'est le but, en tout cas. C'est évidemment le but. Alors, pour l'instant, il y a quand même le côté joujou de voir ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que ça ne se passera pas comme ça dans les faits. On aura peut-être toujours cette visualisation de ce qui est en train de se jouer, mais en réalité, ce sera plutôt l'agent qui fait toutes les tâches dans le background et puis on récupère après le résultat de tout ça, quoi. Donc il y a une fausse transparence là-dessus parce que si, ça permettra quand même de faire appel à l'historique pour remonter le chemin de décision. Peut-être. Ou alors, encore une fois, ce système d'alerte, c'est-à-dire je vois pas ce qui se passe en temps réel. C'est pas comme quand je suis au volant de ma voiture, j'ai la route devant moi. Là, j'aurais en fait potentiellement l'agent qui m'envoie une petite alerte en me disant là, il est peut-être temps de reprendre le contrôle. Il y a une question qui vous concerne un petit peu plus que moi. Typiquement, la question du consentement au traitement de données, qui est un peu essentiel. Ouais. Si je vais sur un site de presse, et si on considère aujourd'hui que c'est toujours important d'avoir un site de presse, par exemple, qui va financer tout ça par de la donnée et par donc financer des journalistes, etc., par de la donnée et certains traitements, peut-être que moi, utilisateur, j'ai envie de consentir parce que j'ai envie de soutenir une presse indépendante dans un pays démocratique, etc. Bon, j'en fais pas des caisses, mais l'idée, c'est que si c'est l'IA qui décide que, en fait, non, je ne consens pas et ce choix va devoir durer. Ou l'inverse, où l'IA consent à tout. De mon expérience, elle a plutôt tendance à refuser. Ouais. Et d'un point de vue juridique, d'ailleurs, ça se tient. Il y a une bonne raison à ça. Okay. Mais, je peux l'expliciter Très si vous voulez. En gros, c'est que le RGPD a fixé les conditions du consentement, il n'a pas fixé les conditions du refus. Donc, en fait, il est plus facile de refuser que de consentir. Et donc, en fait, l'IA va se dire ok, quel est le moyen le plus rapide pour refuser. C'est bien d'avoir un juriste en plateau, pour comprendre des trucs qu'on n'avait pas imaginés. Julien Maurice, vous êtes responsable du service d'ingénierie pédagogique chez Practice Institut Mines Télécom Business School. Vous êtes un spécialiste du digital learning, de ces transformations pédagogiques. Comment est-ce que vous voyez cette arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation comme une opportunité, comme je l'ai entendu par exemple pour le e-commerce, ou comme une remise en cause qui va faire de la casse? Alors, ce qui est intéressant, évidemment, je la vois plutôt comme une opportunité. On parlait qu'on était un petit peu optimiste dans la tech, c'est un petit peu mon cas, je me définirais plutôt comme ça. Ceci dit, il y a une vraie problématique qui se pose, notamment au niveau de l'évaluation. Je pense que c'est vraiment le pain, entre guillemets, quand j'en discute avec les enseignants, c'est comment évaluer aujourd'hui à l'ère de l'IA, en fait, et quelles compétences, justement, sont nécessaires aujourd'hui à l'ère de l'IA. Donc, ce qu'on est en train de voir, et ça, c'est commun à toutes les écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou de commerce, c'est une modification aussi, quelque part, des compétences qu'on va appréhender, qu'on va demander à nos étudiants de maîtriser. Et donc, quelque part, d'accompagner ce changement-là, c'est très stratégique pour les écoles. Qu'est-ce qu'on a comme piste aujourd'hui, justement, pour réussir à évaluer un étudiant à l'ère de l'IA? Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques un petit peu technocentrées qui vont consister à surveiller, par exemple, là c'est plutôt on fait le gendarme, d'une IA, par exemple, c'est ça? Voilà, ça va être, par exemple, on peut avoir des outils de promptoring qui surveillent les écrans. Il y a même des outils qui permettent d'identifier des probabilités d'usage de l'IA. Il faut savoir que tout ça, c'est un petit peu un pis-aller, en fait, j'ai envie de dire, parce que déjà les outils qui permettent d'identifier si on utilise une IA ou pas, souvent peut être contourné avec d'autres outils qui vont humaniser notre texte. Donc ça, c'est malheureusement, ça fonctionne pas, on va dire. Donc en fait, la stratégie par rapport à ça, c'est plutôt de repenser la manière dont on évalue les étudiants de manière globale. Et en fin de compte, il y a... Qu'est-ce qu'on évalue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a une approche en fait qu'on appelle l'approche par compétence, l'APC. C'est quelque chose qui vraiment se développe au sein de toutes les écoles aujourd'hui. Il faut savoir que cette approche, elle était recommandée bien avant l'IA. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette approche-là, elle est un petit peu IA solide, je dirais, parce qu'elle consiste à proposer aux étudiants vraiment de valider des compétences avec un esprit critique, et avec des évaluations, avec notamment beaucoup de travaux de groupe, beaucoup d'oraux, etc. Et finalement, l'IA, je dirais, est un levier extraordinaire pour développer ce type d'approche, approche par compétences, comme on les appelle, et c'est vers là, de mon point de vue, qu'il faut aller, plutôt que de rester sur des anciennes méthodes qu'on va surveiller, entre guillemets, avec des outils un peu techno, etc., mais qui, voilà. Un pis-aller, comme vous dites. J'aime bien, effectivement, cette idée. Et donc, ça veut dire, finalement, que l'IA va permettre encore plus de valoriser nos réelles compétences, ce qu'on attend de nous. Alors, c'est ça. Plutôt qu'une réponse automatique qui est bonne ou mauvaise.
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est déjà quelles compétences est-ce qu'on va devoir développer aujourd'hui à l'heure de l'IA. Et il faut voir qu'il y a une compétence qui émerge beaucoup, c'est notamment l'esprit critique, le fameux esprit critique. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit à la fois. Mais l'idée, c'est que l'étudiant doit être responsable de ce qu'il va produire, notamment avec l'IA, lorsqu'on lui demande par exemple, de faire des choses d'un point de vue juridique ou même des choses très techniques de développement, etc. Donc nous, ce qu'on lui demande, c'est « Ok, c'est bien, tu as réussi à prototyper quelque chose, admettons, à développer quelque chose, mais on veut qu'il soit capable de comprendre ce qu'il a fait en fin de compte, et qu'il développe son esprit critique, notamment sur des choses, pour parler technique, en sécurité, par exemple, ou voilà, dans différents domaines. Donc ça, c'est une compétence essentielle, le développement de l'esprit critique qui revient vraiment dans tous les référentiels aujourd'hui. Après, il y a des choses qui sont pérennes sur toutes les années, je dirais, c'est la créativité, ce qui va être compétence en créativité. Et puis de manière plus globale, tout ce qui est soft skills, c'est-à-dire cette capacité finalement à travailler ensemble, à collaborer, etc. dans le cadre de projets, par exemple. C'est pour ça qu'on développe beaucoup ce genre de compétences, nous, au niveau des travaux de groupe, finalement, parce que finalement, on se rend compte que ce qui va différencier un candidat d'un autre candidat aujourd'hui dans le marché de l'emploi, c'est pas forcément ses connaissances à un instant T, c'est sa capacité finalement plutôt à travailler avec autrui, voilà, à avoir de la créativité, Est-ce qu'on peut avoir une grille qui soit égalitaire? Enfin, est-ce que tout le monde va pouvoir être jugé de la même façon, d'être évalué de la même façon? Alors là, il y a les questions effectivement des outils. C'est quand même plus compliqué qu'un QCM, cette grille APC. Effectivement. Alors après, par rapport à la question de l'égalité, il y a la question des outils, notamment. On a fait une étude intéressante sur notamment les licences on a vu que certains étudiants se partageaient des licences, un peu comme on se partage une licence, un compte Netflix, vous voyez. C'était un peu le même principe pour certains étudiants. Alors je pense qu'avant c'était très décisif, c'est-à-dire quand on était sur ChatGPT 3.5 et 4 entre guillemets, avoir une licence et ne pas avoir de licence était très différenciant. Aujourd'hui, finalement, on voit que c'est un petit peu la compétition pour pouvoir avoir le maximum d'utilisateurs. Donc, du coup, les outils, même gratuits, je dirais, offrent aujourd'hui des belles performances. Donc, il y a moins cette différence-là, cet écart-là, je dirais. Après, l'écart va plutôt se faire au niveau des étudiants qui maîtrisent ou non, justement, des outils. On parlait d'Atlas ou des outils pour faire du code, etc., ou cette capacité à prompter aussi. Donc, nous, à IMTBS, ce qu'on fait, c'est qu'en début d'année, quand ils intègrent l'école, ils ont un atelier finalement dédié à l'IA que j'anime notamment, où on leur apprend justement à bien prompter, à bien utiliser l'IA aussi pour apprendre finalement, pour se challenger, parce que ce qu'on se rend compte malheureusement, c'est qu'aussi le cerveau est moins stimulé, on va dire, moins sollicité. Donc c'est des questions aussi qu'on aborde avec eux. D'ailleurs, de pousser l'esprit critique, si en même temps l'attention baisse et la réflexion baisse, puisque le résultat vient un peu tout de suite. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on veut éviter, c'est ce côté juste être basé sur le résultat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le processus. C'est comment est-ce que l'étudiant Vous allez continuer à les faire travailler, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ce qu'on va essayer en tous les cas. Mais oui, en tout cas, on est parti. Merci beaucoup, Julien Maurice de l'Institut Mintécom Business School, Nicolas Tranois de Lucky-Cart et Thomas Adumeau de Didomi. On enchaîne, nous, on va parler de produits super à mettre sous le sapin, si ça vous intéresse. C'est tout de suite. On termine cette édition ensemble pour regarder un petit peu ce qu'on va mettre dans notre liste au Père Noël. Et bien pour cela, j'ai convié Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'écranmobile.fr. Vous avez fait une petite sélection là d'objets connectés à mettre sous le sapin. J'adore. Oui, effectivement, les objets connectés devraient être très très nombreux sous le sapin cette année. Pour se rendre compte, c'est à peu près 3 milliards d'unités qui sont vendues chaque année. Et désormais, c'est un parc de près de 30 milliards d'objets connectés selon une estimation d'Ericsson. Alors évidemment, le produit le plus vendu, c'est le smartphone. Il s'en vend environ 1,3 milliard d'unités chaque année, avec des marques qu'on connaît tous. Apple, leader en volume et en valeur, qui précède ensuite les Coréens de Samsung, les Chinois de Xiaomi, Oppo, Vivo. Pour ma part, je vous propose de vous intéresser à un produit d'une marque française, Crosscall, le Stellar X5S, qui s'est associé à la station de ski Chamonix-Mont-Blanc. Donc pour un produit un peu pensé pour les alpinistes et les sportifs, il est vendu 699 €. Et l'appareil, il résiste au choc, à l'eau, à des températures glaciales qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés. On peut l'utiliser avec des gants, mais il est également éco-responsable avec un châssis fabriqué en aluminium recyclé et une disponibilité des pièces détachées assurée pendant 10 ans. Ah ben voilà, donc on innove en France sur les smartphones. Des conseils sur des ordinateurs, des tablettes ?
Alors tout à fait, c'est un second segment qui a beaucoup de succès. Selon les estimations, il s'en vend environ 300 à 400 millions d'unités par an. Le leader, on va dire, c'est encore Apple avec ses MacBooks et ses iPads. Il doit affronter une concurrence asiatique. Il doit aussi affronter la concurrence d'Amazon avec ses propres tablettes Fire ou ses liseuses Kindle. Et c'est d'ailleurs d'une liseuse dont je voulais parler aujourd'hui, qui a été conçue par la société Paperslate. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Michael Dahan, c'était un vrai pionnier de la tablette parce qu'il y a plus de 20 ans, il avait lancé le Cital à la fin des années 90. C'était la première tablette électronique. Il a eu aussi l'aventure Bookin. Et donc, il revient avec la Paperslate Pro. C'est une tablette qui est vendue 429 €. Elle est équipée d'un écran tactile avec de l'encre électronique pour une autonomie record, un stylet pour la saisie manuscrite et une intelligence artificielle qui sera capable donc, de reconnaître l'écriture et de retranscrire une écriture manuscrite en document électronique. Donc on a son smartphone, on a sa tablette, et il nous faut encore une petite montre peut-être. Alors effectivement, les montres, c'est un troisième segment qui a beaucoup de succès. Il s'en vend environ 200 millions d'unités par an avec un marché qui fait le grand écart entre des produits haut de gamme comme l'Apple Watch, vendu parfois plus de 1 000 €, et puis des bracelets pour les sportifs d'origine chinoise, vendus quelques dizaines d'euros. Alors ma recommandation pour Noël, c'est de se tourner vers la marque française WeThings, et notamment son dernier modèle, la ScanWatch 2, qui combine un mouvement mécanique traditionnel avec plein de capteurs électroniques. Alors pour 349 €, cette ScanWatch peut suivre votre température, votre fréquence cardiaque, évaluer le taux d'oxygène de votre sang et calculer votre fréquence respiratoire tout en vous faisant suivre des notifications WhatsApp. J'ajoute une qualité supplémentaire qui n'est pas des moindres, l'autonomie. Ça peut tenir 1 mois sans avoir besoin d'être rechargé, ce qui est quand même assez sympa. Noël musical aussi peut-être. Oui, c'est aussi un autre segment qui marche très bien, c'est celui des casques et des oreillettes Bluetooth. Alors là, les ventes ont explosé ces dernières années. On doit sans doute dépasser les 500 millions d'unités vendues cette année, avec à nouveau un marché qui fait le grand écart entre des produits haut de gamme comme ceux d'Apple et puis des clones chinois vendus quelques dizaines d'euros. Alors moi, j'ai décidé de vous proposer un son digne de l'Opéra de Paris avec les Devialet Gemini 2. C'est la deuxième génération de ces écouteurs intra-auriculaires du constructeur français. Ils sont désormais équipés d'un tout nouveau haut-parleur de 10 mm avec revêtement en titane et d'une technologie de réduction du bruit, notamment du bruit du vent. C'est une innovation. Le modèle de base, il est vendu 399 €, mais cette version Opéra de Paris, elle est proposée à 599 €. Ah bah l'Opéra de Paris. Mais forcément, c'est haut de gamme. Ouais. Bon, alors on ne peut pas ne pas parler de ce produit que vous adorez, Jérôme. Les lunettes connectées. Les lunettes connectées, effectivement, on peut anticiper une explosion des ventes en 2026, même si les ventes sont encore assez modestes, on parle de quelques millions d'unités par an, avec beaucoup de nouveautés qui sont annoncées du côté des États-Unis ou de la Chine. Alors moi, j'ai décidé de mettre en avant un produit français, les Vive de la start-up Engo, basée sur la technologie Active Look de réalité assistée. Elles sont vendues 320 €, elles offrent 12 heures d'autonomie, elles sont plutôt dédiées aux sportifs et elles vont être capables d'afficher dans notre champ de vision, on n'aura pas besoin de regarder son smartphone ou sa montre, dans notre champ de vision on verra des informations comme notre fréquence cardiaque, la distance parcourue ou encore notre vitesse. Donc 5 objets conçus et parfois fabriqués en France à mettre sous le sapin cette année. Merci pour cette super sélection, effectivement en recentrant sur la France, que des objets dans cet univers du mobile. Je vous enverrai ma liste, Jérôme, très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. J'imagine que vous aussi, vous êtes tentés par tous ces cadeaux de Noël. Je vous libère pour faire votre liste. J'étais ravie de vous présenter cette émission. Elle a été préparée avec moi par Émilie Roche et à la réalisation, nous avons les équipes de Bismart. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.